Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence et merci également d'inaugurer avec nous notre première présentation lors d'une conférence. Donc cette conférence elle sera dédiée à l'intégration de la GenAI dans votre back-end et plus particulièrement votre back-end Java avec Spring AI. Donc si vous êtes développeur Java, que vous ne connaissez pas Python, c'est l'occasion pour vous de découvrir qu'également en Java, vous pouvez développer des agents AI. Donc tout d'abord, je me présente, je suis Christophe Arguel, architecte solution, je travaille à Capgemini Toulouse. Et pour cette présentation, je serai également accompagné avec mon collègue. Beaucoup Stéphane Cotin, je suis également architecte solution, je suis également développeur full stack, donc Spring Boot forcément, Angular, AWS et de l'IA. Et du coup, Christophe et moi, on a un peu plus de 20 ans d'expérience chacun. Voilà. Donc on vous propose pour cette présentation de parcourir les 4 thèmes suivants. Tout d'abord, on fera en rapide parcours des concepts autour des LLM et de l'IA générative. Si vous n'avez pas eu le temps de creuser le sujet, ce sera l'occasion très rapidement de rattraper, de prendre le train en marche. Ensuite, on vous présentera comment installer un LLM en local sur votre machine. Et puis on rentrera dans le cœur du sujet avec la mise en œuvre de Spring AI pour développer une application boostée à l'IA. Et on verra comment on peut étendre les capacités de vos applications avec MCP et comment MCP change la donne. Donc LLM et AI, GenAI, pardon. Donc quelques définitions, vous connaissez peut-être déjà, mais c'est bien de poser le cadre. Donc un LLM, Large Language Model, c'est un modèle d'intelligence artificielle qui va être entraîné sur des quantités très importantes de texte. Donc un LLM est dédié à la compréhension et à la génération de texte en langage naturel. Ensuite, on a l'IA générative, ou GenAI en anglais. Ça désigne l'ensemble des technologies qui vont être capables de générer du contenu. Du contenu qui peut être du texte, de l'audio, des images, de la vidéo. Ces technologies, en général, elles reposent majoritairement sur des réseaux de neurones. On va voir un exemple après de mise en œuvre de réseaux de neurones. Et quelque part, un LLM, c'est une catégorie spécifique d'IA générative spécialisée sur le texte. Élément important également pour toutes les technologies GenAI, c'est la notion de token. Token, c'est l'unité de traitement de base d'un réseau de neurones. Le flux d'informations en entrée et le flux d'informations en sortie d'un moteur d'un réseau de neurones est découpé en token, donc c'est l'unité de traitement. Et associé à la notion de token, il y a la taille du contexte de travail du réseau de neurones qui est défini par un nombre maximum de tokens que le réseau de neurones peut traiter. Donc on vous propose un petit exemple de mise en œuvre. Alors c'est très schématique, c'est très simplifié. Dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe. Mais c'est intéressant de voir comment fonctionne un réseau de neurones dans le cadre d'un LLM pour répondre à une sollicitation de type, là l'exemple c'est comment générer une application Spring. Donc la première étape qui va être entreprise, c'est de tokeniser la question que vous avez posée, le prompt. L'étape de tokenisation, donc on va découper cette phrase en différents tokens, donc morceaux, c'est équivalent à un mot, des morceaux de mots. Et ensuite, on va vectoriser chacun de ces tokens, c'est-à-dire on va attribuer une suite de valeurs numériques à chacun des tokens. Et c'est cette suite de vecteurs qui va être passée au réseau de neurones. L'objectif du réseau de neurones, c'est de deviner, d'inférer à partir de cette série de tokens, le token qui serait le plus probable de fournir à la suite de cette série de tokens fournis en entrée. Donc il fournit plus précisément une distribution des probabilités de l'ensemble des tokens qui constituent son annuaire. Et pour chacun de ces tokens, donc, il fournit un score de probabilité. Donc généralement, c'est le token avec la plus haute pertinence, la plus haute probabilité qui va être retenue et donc rajouté à la suite de la série initiale. Et puis de proche en proche, il y a une itération qui s'opère. Donc là, on a un premier token qui a été sélectionné en sortie, là dans cet exemple c'est pour. On va donc l'ajouter, le concaténer à la série de tokens de vecteurs initiaux, repasser dans le réseau de neurones et boucler de manière à obtenir la génération de texte complète. Donc là, dans cet exemple, le final, c'est pour faire une application Spring Boot, il faut, etc., etc.
Quelques mots sur la chronologie. Donc l'IA, c'est pas tout récent, hein, ça date de 1950 pour les tout débuts, avec Alan Turing et son célèbre test, le test de Turing. Et là, je saute directement en 2017, puisque c'est ce qui nous intéresse pour la partie IA générative, avec un papier publié par Google qui s'appelle Attention is all you need. C'est vraiment une révolution dans l'approche IA générative, dans la mesure où Google va pousser une nouvelle architecture appelée Transformer. Pardon. C'est bon, il me reste encore 39 minutes. Donc cette architecture en fait va permettre de grandement améliorer les performances des moteurs GenAI en permettant d'analyser l'intégralité des tokens de manière parallèle. Et puis ensuite, donc ça a été la naissance pour tous les acteurs de la GenAI pour avancer dans la réalisation de leur offre. Donc un des acteurs les plus connus, ça a été OpenAI, avec des projets internes 2018, 2020, donc une amélioration de leur LLM GPT. Et 2022, novembre 2022, la mise à disposition au grand public de leur première version de ChatGPT. Donc ça a été vraiment une révolution, une démocratisation des LLM pour le grand public. D'autres évolutions ont continué à la suite, donc à la fois en 2022-2023, notamment l'introduction plus généralisée du RAG. On va voir un exemple tout à l'heure. La possibilité aussi de structurer les données en sortie, donc ils vont commencer à être une étape pour permettre de coupler des applications avec les LLM. C'est également en 2023 que la concurrence est apparue avec Claude d'Anthropic, Mistral, le LLM de Meta, etc. etc. Les dernières grandes évolutions, ça a été la possibilité pour les LLM à travers les function calling d'appeler des fonctions externes et donc de les sortir de leur cadre de fonctionnement isolé. Et enfin, les novembre 2024, c'est l'apparition de standards d'interopérabilité comme MCP, on en parlera tout à l'heure, ou d'autres standards pour les communications interagentes telles que ACP et A2A. Donc là, aujourd'hui, 2025, on voit vraiment qu'on a tout l'écosystème technique disponible pour aller sur le développement d'applications qui vont pouvoir interagir avec les LLM et en ce sens constituer une approche agentique, c'est-à-dire la capacité à développer des applications autonomes en capacité d'accomplir des tâches pour réaliser un objectif. Alors, quelques problématiques que l'on peut rencontrer avec les LLM, toute solution d'IA générative de manière générale, c'est déjà le fait qu'ils sont figés dans le temps. Comme je dis tout à l'heure, un LLM, il est entraîné à un instant donné par rapport à un corpus de texte. Et donc, il n'est pas capable de connaître tout ce qui s'est passé après cette période d'entraînement. Il ne connaît pas ce qu'il a appris et il n'a pas de base, il n'a pas de capacité à interagir en temps réel. Donc là, dans cet exemple, on a une instance GitHub Copilot où on a limité toutes les possibilités d'interrogation web, par exemple. On lui pose une question, c'est encore assez récent, quelle est la version courante d'Angular? Il nous répond Angular 17, alors que la version courante, c'est Angular 20. En fait, il s'est arrêté à la version courante d'Angular qui était disponible lors de l'entraînement de cette version de GitHub Copilot. Donc, comment adresser cette problématique? Alors, il y a plusieurs solutions. Il y a tout d'abord le fine-tuning, c'est-à-dire la capacité à entraîner le modèle déjà existant sur une partie plus spécifique et donc enrichir finalement sa base de connaissances, mais c'est quand même complexe. Il y a le RAG, c'est-à-dire la possibilité d'alimenter le prompt initial avec des données supplémentaires, des données contextuelles associées au domaine sur lequel vous intervenez. Et puis plus récemment, il y a la notion d'agent avec la capacité d'exploiter des protocoles interopérables tels que MCP, les function calling, et ça sera l'objet de la dernière partie de notre présentation. Donc là, on voit qu'en intégrant ces solutions, on est capable d'étendre les capacités de LLM en termes de fraîcheur de l'information qu'ils vont pouvoir délivrer et donc fournir des informations actualisées. Un autre enjeu à adresser avec les LLM, c'est la consommation énergétique. On l'a vu, les LLM, ça évolue de toujours plus. C'est caractérisé par des réseaux de neurones qui ont toujours plus de paramètres. Là, on parle de plusieurs centaines de milliards de paramètres pour les réseaux de neurones.
des tailles de contexte qui sont de plus en plus importantes et donc on imagine de fait une utilisation des ressources toujours plus importante. Donc une possibilité pour adresser cette problématique, c'est de déployer des small LLM, c'est-à-dire des LLM de taille plus réduite, mais spécialisées sur des tâches plus spécifiques, plus précises, et donc qui ont tout à fait leur intérêt dans le cadre d'une approche agentique, et de déployer ces LLM en local de manière à utiliser les ressources non utilisées sur nos postes de travail. Et donc c'est en particulier cette partie que Stéphane va vous présenter désormais. Ouais. Donc la deuxième partie de notre présentation, ça va être finalement installer un LLM en local. Oui, c'est possible. Je pense que peut-être beaucoup d'entre vous ne se posent pas la question, mais oui, aujourd'hui, on peut installer un LLM sur sa machine personnelle. Ce n'est pas une utopie. Et ça marche de mieux en mieux. Donc globalement, pour faire ça, il y a différentes solutions. Pour la suite de la présentation, nous, on va se baser sur Ollama. Mais voilà, Docker marche aussi. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu une présentation ce matin à propos de ça. On a aussi Hugging Face. Il y a VLLM et tous les jours, il y a une nouvelle solution qui sort. Mais voilà, donc on peut démarrer une instance de Mistral sur son PC. Alors forcément, ça consomme, donc n'importe quelle machine ne peut pas le faire, et surtout, il faut la mémoire GPU. En moyenne, pour être tranquille, il faut au moins un PC avec 16 Go de mémoire RAM, et éventuellement au moins 8 Go de mémoire vidéo. Bon, là, pour la simulation, j'ai un MacBook avec 64 Go de mémoire vidéo, donc ça permet de démarrer des LLM de 40 Go de mémoire assez facilement. Mais il y a des versions de LLM qui nécessitent moins de 1 Go de mémoire. Donc sur n'importe quelle machine, vous pouvez démarrer une petite instance qui permet de faire détourner des tâches très simples comme de traduction de texte, transformation de texte, des résumés, etc. C'est vraiment très possible. Donc là, pour installer un LLM, globalement, c'est très simple. Il faut installer l'application Ollama. Et dessus, il y a une sorte de mini-store qui existe avec le nom du LLM à télécharger. Et c'est un peu comme Git, hein. Enfin, c'est un peu comme Docker. Il suffit de faire un Ollama pool et vous allez télécharger la version du LLM qui vous intéresse. Donc très important de vérifier la taille du LLM, parce qu'en moyenne, la taille en gigaoctets de stockage correspond à peu près à la mémoire vidéo qu'il vous faut. Donc là, dans l'exemple, Mistral Small 3.2 nécessite environ 15 Go de stockage, donc il faut compter en moins 15 Go de mémoire vidéo pour être à l'aise. Et éventuellement autant de mémoire RAM, mais ça c'est un peu plus facile. Alors, je vous montrerai tout à l'heure l'action Ollama dans un cas réel. On en reparlera après. Ensuite, du coup, on va parler de Spring IA en action. Donc, globalement, Spring IA, c'est quelque chose qui a été commencé assez récemment, en 2023, dans le but d'intégrer finalement un LLM au sein d'un projet Spring. Spring, je pense que c'est l'un des frameworks Java les plus connus au monde. Je ne sais même pas s'il y a un projet Java qui démarre aujourd'hui sans Spring. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et toute la philosophie de ce framework, globalement, c'est de simplifier le plus possible l'intégration d'un LLM. C'est vraiment qu'il n'y a quasiment rien à faire. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, donc là j'ai mis, vous voyez, 1.02 en septembre, mais en fait il y a la 1.03 qui est sorti ce matin, donc voilà. Mais globalement, qu'est-ce qu'on peut faire avec Spring IA? On peut faire du prompting, voilà, très simple, de l'analyse d'image, ce qu'on appelle aussi le mode vision, du RAG, donc avec la notion d'embedding et de vector store, du function calling, et forcément, comme on va parler après, du MCP. L'autre avantage aussi de Spring IA, c'est que ça marche avec quasiment tous les LLM du marché. Et de façon totalement transparente. C'est-à-dire que votre code Java ne change pas, ce sera que la configuration qui change. Et ça, c'est très important. Donc là, je vais vous montrer globalement, les prochaines slides, ça va vous montrer vraiment comment la simplicité même d'installer finalement cette librairie. Donc là, si vous connaissez, globalement, il faut créer un projet Spring. Donc là, forcément, il y a différentes solutions. Donc, je veux dire comme aujourd'hui, donc soit de passer via le Start Spring.io ou à la main. Ensuite, il va falloir installer la librairie, donc le LLM en question. Donc là, on va se baser, nous, sur Ollama. Je ne l'ai pas indiqué aussi, mais pour la suite des exemples, on va se baser du coup sur Maven 3.x, enfin toutes les versions de Maven 3 plus Java 21. Et l'ensemble, j'ai oublié de remplacer, j'ai oublié, l'ensemble des codes sources sera disponible sur GitHub, pour ceux que ça intéresse. Ensuite, classiquement, il vous faut Spring Boot. Donc là, je pense que c'est très classique, c'est le POM parent à Spring Boot. Il faudra mettre l'ensemble le BOM associé aux dépendances de Spring IA. Voilà. Donc la version Spring Boot, c'est important, le module de Spring IA. Et ensuite, globalement, il vous faudra juste la librairie associée à votre LLM. Voilà. Donc en fait, pour chaque LLM, vous aurez une librairie spécifique à installer. Donc en l'occurrence, là, nous, on utilisera Ollama. Donc ce sera la librairie Spring IA Ollama. Ensuite, dans la conf de Spring, de façon assez classique,
vous aurez deux choses à préciser, dont une qui normalement qui n'est pas automatique, c'est l'URL par défaut. Donc là je l'ai remis, mais en fait c'est toujours la même par défaut, donc là-bas. Et le modèle que vous voulez utiliser. Donc là, pour la suite des exemples, on va se baser sur GPT, donc c'est la version open source de GPT, qui est compatible à peu près avec qui est compatible MCP et function calling. Et là, je vous montrerai un vrai exemple après, hein, mais là c'est juste pour vous montrer en gros le peu de code qu'il faut. Ensuite, vous avez un objet qui s'appelle Chat Client Builder, donc pour créer une instance de chat client. Et globalement, vous allez juste indiquer le prompt que vous voulez faire. Voilà. Donc là, en quelques lignes de code, juste ça vous permettra d'appeler finalement votre LLM. Voilà. Vous n'avez que ça à faire. Tout le reste sera auto-configuré par Spring, comme il peut le faire aujourd'hui avec une base de données ou autre. Donc, pour la démo, donc, je vais vous remontrer en fait un peu plus en détail donc, différents cas d'usage, donc, sauf la partie MCP qu'on verra après. Mais pour vous montrer que je ne vous ai pas menti, globalement, la conf de mon projet Spring va être vraiment minimaliste. Hein, donc je vais comme indiquer l'URL d'Olama, le modèle que je veux utiliser. Donc là, j'ai testé plusieurs modèles. Hein, donc là, je suis sur GPT. On peut utiliser aussi GEMA3. Donc GEMA3, c'est un modèle, mais par contre, il n'est pas compatible function calling. Et Mistral Small. Mais pareil, Mistral Small, c'est un vieux modèle, donc il n'est pas... Ah, pardon, vous ne voyez pas l'écran. Pardon. Je parle dans le vide. Hop. Voilà, pardon, c'est mieux. Donc voilà ce que je disais, du coup la configuration, voilà, très minimaliste, et j'ai juste modifié les logs aussi pour un peu les rendre plus simples à lire. Dans la configuration du coup de l'exemple que je vais vous montrer, globalement il y a différents exemples mais qui sont assez simples. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on a repris le même exemple que ce matin dans le sens un peu de côté jeu de rôle, mais très simplifié. Donc on va demander finalement de faire on lui demande un prompt, on lui demande de générer finalement. Alors je me suis amusé à vouloir décider, parce qu'on ne peut pas générer des images avec ce modèle-là, c'est pas possible. Donc je lui ai demandé de me générer un guerrier très musclé en ASCII, parce que ça passe. Et je lui ai demandé aussi d'avoir une main, une épée, etc. Et ensuite, oui, ça c'est autre chose, pardon. Et ensuite, je lui ai demandé deuxième prompt. Je vais faire un deuxième prompt. Donc ce prompt-là va utiliser une function calling, donc des tools. Donc l'exemple qu'il y avait avant, c'est ce que j'ai montré, il n'y a pas grand-chose. Mais le function calling, pareil. En fait, on va rajouter deux paramètres. On va rajouter un ensemble de tools. Donc comme vous avez peut-être pu le voir en Python ou même en C#, hein, c'est à peu près la même logique. Donc là, finalement, ce qu'on va lui mettre, en fait, les tools, pour lui, ça va être une classe Java. Donc, et dans cette classe Java, on va avoir un ensemble de tools. Et donc là, du coup, j'ai une méthode qui va être annotée de @tools. Alors là, très important, on peut préciser la description de la méthode pour indiquer ce qu'elle fait. Donc plus le commentaire sera pertinent, plus le résultat sera pertinent. Mais surtout, le nom de la méthode et les arguments de la méthode doivent être le plus précis possible, parce qu'ils vont aussi être utilisés par le LM. Et en plus, on peut mettre une description pour compléter ça. Et donc là, c'est une méthode qui permet de lancer un nombre de dés aléatoires pour avoir un chiffre. Et donc je vais demander de me générer un guerrier et de gérer des stats de façon aléatoire en utilisant ce tool. Autre truc aussi qui est très important, la notion de sortie structurée, ce qui permet, normalement le LM renvoie du texte, et en fait la sortie structurée permet de renvoyer un objet JSON qui sera mappé de façon automatique à une classe Java. Donc là j'ai créé une classe qui s'appelle Warrior, qui est ici. Donc ça, c'est un bind Java classique avec des noms, le nom, strength, agilité et une liste d'armes. Voilà. Et donc de façon automatique, le LLM va structurer sa réponse pour matcher ce truc-là. Et donc là, si je relance mon test, que j'avais déjà lancé tout à l'heure, mais je vais vous relancer. Donc en parallèle, je peux vous montrer aussi que j'ai mon Olama qui tourne en arrière-plan. Voilà. Et on voit que le Olama, il me consomme 14 Go de mémoire, et il prend 100% il tourne à 100% dans mon GPU. Voilà, parce que si vous n'avez pas ces mémoire vidéo, en fait, il va délocaliser une partie de sa ressource sur le CPU. Mais ça marche beaucoup moins bien. Donc là, on va attendre, c'est en train de tourner, donc ça prend un peu de temps, parce que c'est sur ma machine. Ça va prendre quelques secondes.
C'est super. Alors en fait, j'utilise GPT OSS pour avoir le mode function calling, mais du coup, il est un peu plus lent parce qu'il est assez consommateur. Mais en principe, ça marche. Il ne faut pas être pressé. Allez, tu peux le faire. Allez. Ah. Donc voilà, il est parti lui aussi. Ah voilà, c'est bon. C'est parti, vous voyez. Donc voilà, il m'a dessiné un guerrier en code ASCII. Donc le résultat est toujours un peu bizarre, hein, c'est assez amusant, mais ça il se justifie. Donc là, vous voyez, c'est un guerrier en mode ASCII avec des jambes, peut-être. Voilà, c'est très bon. On dirait une fusée, mais voilà. Et ensuite, deuxième jeu de test, ici, on voit du coup qu'il m'a exécuté mes tools avec 2D. Voilà. Et il m'affiche ma sortie structurée. Voilà. Donc là, il m'a fait du coup mon jeu de test. Il m'a généré mon guerrier avec ses stats. Voilà. Deuxième exemple que je vais vous montrer, donc ça c'est juste après, ils ne sont pas dans l'ordre mais c'est pas grave. C'est assez intéressant, c'est le mode vision. Donc j'ai un test pour le mode vision. Donc en fait, j'ai le logo de Michelin, voilà, très, très connu. Et en fait, je vais tout simplement poser au LLM une question en lui demandant qu'est-ce qu'il voit dans cette image. Voilà, tout simplement. Donc ça, je vous rassure, c'est plus rapide. Et en principe, ça marche plutôt pas bien. Plutôt pas mal. Non, ça marche. Voilà, vous voyez, ça répond tout de suite. Et voilà. Donc là, vous voyez la réponse ici. Il m'analyse, il a bien reconnu le personnage mascotte Michelin, le bibendum. Voilà. Vous voyez, il a bien réussi. Donc, et c'est assez rapide. Vous voyez, donc finalement, c'est très simple à mettre en œuvre. Hein. Vraiment, on charge l'image avec cette librairie-là et on la passe directement au LLM. Voilà. C'est vraiment très simple. Donc ça, c'était les deux premiers exemples. Donc je vais rebasculer sur la suite. On va parler du RAG avec Spring IA. Donc, alors, de façon assez rapide, on en a déjà parlé aujourd'hui, je pense, en différentes conférences. Mais voilà, le RAG, globalement, ça permet d'enrichir finalement le contenu d'un LLM. Donc, par exemple, sur des projets informatiques, le LLM ne connaît pas vos spécifications techniques d'un projet en cours ou des contrats clients qui sont potentiellement privés. Donc, pour faire marcher un RAG, en fait, il va falloir un deuxième LLM qu'on appelle un LLM de type embedded, qui va permettre en fait, de vectoriser les documents et la question et de faire matcher les deux. Voilà. Il y a eu une conférence qui est très bien par le passé là-dessus, on en parlait, mais voilà. Et donc, quand on utilise un RAG, ça se fait finalement en 3 temps. Donc, du coup, ce que je dis, on vectorise les documents à base d'un LM de type embedded. On exécute ce qu'on appelle une requête de similitude, donc pour comparer finalement la requête qu'a fait l'utilisateur avec le contenu de la base vectorielle. Et ensuite, on va identifier le contenu, l'extraire et l'injecter dans un LLM de type généraliste pour avoir une réponse complète. Donc pour ça, côté Spring AI, c'est encore très facile. Il faut rajouter une nouvelle librairie. Et en fait, on va avoir une librairie par type de vector store. Donc il y en a différents. Il y a MongoDB, il y a Elasticsearch. Mais nous, pour la suite, on va utiliser pgvector, donc c'est Postgre, une base SQL mais avec le plugin compatible. Et une petite librairie ici qui permet de lire le contenu d'un PDF, voilà, de parser et de tokeniser un PDF. Donc dans la configuration, qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter la configuration de la base de données, assez classique avec Spring, et l'information du vector store, donc le type d'index que l'on veut, la taille, la dimension, et ainsi de suite. Voilà, donc là les deux sont liés, hein, le vector store et la base de données ici sont liés dans ce cas-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, on va juste lire le PDF, on va le tronquer avec les deux premières méthodes que vous voyez, enfin on va le lire de façon automatique. Ensuite, par la suite, pour les jeux de test, en fait, j'efface la base de données à chaque test pour pas, entre guillemets, injecter de façon infinie. Donc je truncate en fait ma table, et ensuite je vais injecter l'ensemble du document tronqué, enfin découpé en morceaux, je l'injecte dans mon vector store. Et donc ça, c'est directement la méthode vectorstore.add qui fait ça automatiquement. Donc ça ajoute et directement dans le LM.
tout est fait de façon automatique. Vous n'avez rien d'autre à faire. Et ensuite, vous allez pouvoir poser une question de nouveau au LLM. Et là, par rapport à avant, en fait, on va rajouter une nouvelle ligne, le advisor, où en fait, on va passer en paramètre notre vector store. Voilà. Donc en fait, il va utiliser ce vector store pour également répondre aux questions. Voilà. Donc là, je vais représenter l'exemple. Je vais quitter ça pour pas que ça bug. Et donc là, si je reprends mon exemple numéro 2, voilà. Donc c'est exactement ce que je vous ai montré, du coup. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai pris un PDF qui fait une liste de recettes de cuisine, et ça par coïncidence totale, c'est vrai. J'ai pris une page au pif de cette recette et je suis tombé sur la recette de l'aligot de l'Aubrac. Voilà, c'est un signe. Et du coup, j'exécute ce prompt et je lui demande du coup de me récupérer les 5 résultats les plus pertinents. Le top K ici, c'est ça, c'est les 5 résultats les plus pertinents, et du coup de les ajouter à mon prompt. Voilà. Et du coup, si j'exécute, normalement c'est pas trop long aussi. Et en plus, voilà, je lui dis de me répondre en français, parce que des fois il me répond en anglais, et je lui demande aussi combien de temps il faut pour préparer la recette. Voilà. Donc là, on voit dans les commentaires qu'il m'a tronqué en chunk le PDF. Donc en fait, chaque page du PDF a été tronquée en 2. Voilà. Et voilà, il m'a répondu, vous voyez, c'est assez rapide. Et du coup là, j'ai la liste des ingrédients, comme je demandais. Et il me dit, pour la recette de cuisine, il faut 15 minutes de préparation et 20 minutes de cuisson. Voilà. Donc voilà, donc là tout simplement, c'est vraiment très très simple à mettre en place. Et ensuite, pour la dernière partie, on va parler du coup du protocole MCP, qui va être en fait encore une couche encore au-dessus par rapport à ce que j'ai pu vous montrer. Oui, merci Stéphane. Donc, on a vu à travers les exemples de Stéphane comment on peut déjà, avec Spring AI, commencer à développer des agents qui vont pouvoir donc exploiter la puissance des LLM pour mettre en œuvre des comportements automatisés. Donc, on vous propose d'abord de faire un rapide deep dive dans MCP pour comprendre ce que c'est MCP et comment ça fonctionne sous le capot. Donc, avant de rentrer dans MCP, je reviens sur la notion de function calling qui a été rapidement évoquée dans les exemples, parce que c'est une notion importante. Function calling, c'est une fonction, une capacité des LLM. Tous les LLM n'ont pas cette fonctionnalité. Alors, maintenant, c'est tout à fait le cas. Je dirais même que tous les LLM maintenant ont cette fonctionnalité, mais ce n'était pas le cas des premiers LLM, des premières versions de LLM. Donc, l'intérêt du function calling, c'est de donner la capacité au LLM d'interagir avec l'écosystème externe via l'appel de fonctionnalité. Donc, techniquement, la mise en pratique, ça consiste, lorsqu'on va interroger un LLM, de lui indiquer la liste des fonctions, des tools qu'il va pouvoir invoquer par la suite. Et donc par la suite, quand on va soumettre un prompt au LLM, il va se baser sur les tools disponibles pour voir quels sont ceux qui sont éventuellement pertinents à interroger pour répondre à la question posée via le prompt. Du coup, il va renvoyer à l'agent la demande d'exécution d'un tool, et c'est l'agent qui va exécuter ce tool. Donc dans les exemples de Stéphane, les fonctionnalités étaient implémentées dans l'agent lui-même, et on va voir avec MCP qu'on va pouvoir déléguer cette exécution à une extension qu'on appelle serveur MCP. Pour les cas d'usage, on le voit déjà désormais dans ChatGPT, vous voyez, quand vous posez une question qui est relative à une connaissance que le LLM ne dispose pas lui-même, il va faire une requête web via l'intermédiaire du chat pour obtenir des informations complémentaires qui vont lui permettre de donner la réponse. Ça va permettre également d'interagir avec votre écosystème externe, d'accéder à des données de votre domaine d'intérêt, de réaliser des opérations plus complexes, éventuellement d'interagir avec des applications de votre système d'information. Le MCP, en fait, c'est le standard qui va permettre d'interconnecter les appels de fonctions à des outils des services externes. Donc on va voir plus en détail ce qu'est MCP. Donc Model Context Protocol, c'est une spécification qui a été publiée en fin d'année dernière par Anthropic, c'est la société qui édite le LLM Claude, qui est désormais disponible publiquement, cette spécification, donc je vous donne le lien ici. La version de la spécification, c'est la date à laquelle elle a été publiée. Donc là, la dernière en date, elle est date du 18 juin 2025. C'est une spécification qui est encore jeune, qui s'enrichit régulièrement. Mais l'intérêt, c'est qu'en fait, elle est désormais adoptée par tous les grands acteurs de l'IA générative. Donc, on voit vraiment dans cette
spécification une capacité à être un protocole interopérable. Les principaux intérêts de MCP, c'est d'une part, c'est d'ouvrir les capacités d'un agent IA sur deux aspects. Dans un sens, pour permettre à l'agent et au LLM d'acquérir de l'information contextuelle complémentaire qui vont permettre de répondre à un prompt spécifique, mais également d'agir sur l'écosystème externe en lui permettant d'invoquer des services pour réaliser des actions quelconques. L'autre intérêt aussi, par le caractère interopérable de MCP, le fait que ça devienne un standard qui devient de plus en plus adopté, c'est que ça va permettre d'offrir un écosystème favorable à la publication d'extensions, donc de serveurs MCP, réutilisables dans des contextes divers et variés. Et puis enfin, MCP se propose d'adresser la sécurité des communications entre le client et le serveur MCP. On va voir comment c'est mis en œuvre tout à l'heure. Donc là, sur ce schéma, en fait, on voit l'intérêt du MCP qui se caractérise finalement comme l'USB-C de l'IA, en permettant de mettre en interconnexion sur la gauche des solutions de type agent, avec sur la droite des solutions, des services relativement récurrents d'exposition de données et d'outils. Donc si on rentre un peu dans le cœur de MCP, de son architecture et des concepts principaux, donc là sur ce schéma on a représenté au centre un agent, ça peut être par exemple un coding assistant tel que GitHub Copilot. Et donc dans la terminologie MCP, un agent c'est un hôte MCP. Donc l'agent il dispose d'un LLM en général, donc naturellement il interagit avec un LLM, et ce LLM il va de manière préférable disposer de la fonction function calling, de la capacité function calling. Donc l'hôte MCP va héberger le client MCP qui lui va pouvoir interagir avec un serveur MCP. Ce serveur MCP pouvant lui-même pouvoir accéder à des services externes. Ce qui est important de voir, c'est que client et serveur MCP vont gérer des features ou des ressources un peu de manière identique à une architecture REST. La différence, c'est que ce sont les deux qui ont la capacité à gérer des ressources. Ils ne sont pas les mêmes et ça, on va voir tout à l'heure les différents types de ressources. Ce qu'on voit par contre, c'est que dans le cadre de la ressource tools, c'est la function calling du LLM qui intervient pour invoquer les outils exposés par leur serveur MCP à travers le client MCP qui agit en tant que proxy. Là aussi, on va vous montrer un exemple tout à l'heure. Donc la partie spécification MCP, elle est vraiment sur la partie gauche. Elle décrit et normalise les interactions entre le client MCP et le serveur MCP. Les interactions entre l'agent et le LLM avec lequel il interagit, ça c'est défini par l'API du LLM, qui a tendance quand même désormais à devenir de plus en plus standard entre les différents acteurs et différents fournisseurs de solutions LLM. Ce qu'il faut retenir sur le protocole MCP, donc les formats de messages c'est basé sur JSON RPC 2.0. Protocole de transport, alors il y en a deux principaux, mais il y en a d'autres qui se sont rajoutés depuis. Donc essentiellement, c'est le HTTP POST et l'interconnexion des entrées standards, sorties standards du serveur et du client, donc via STDIO. Donc ça présume que du coup, votre client et votre serveur MCP tournent sur le même OS. Il est possible d'activer de manière optionnelle l'autorisation via standard OAuth 2.0 ou 2.1. Et ensuite, ce qu'il faut voir également, c'est qu'il y a deux types d'interactions possibles, soit type requête-réponse, à la mode HTTP finalement, soit aussi des notifications spontanées qui peuvent être émises soit par le client, soit par le serveur. Et donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que les interactions peuvent être à l'initiative des deux côtés, à la fois côté client et côté MCP, et côté serveur. C'est-à-dire le serveur MCP peut lui-même solliciter le client pour réaliser des actions. La spécification décrit bien le cycle de vie d'une session MCP. Donc là, ce qu'il faut surtout retenir, c'est la phase d'initialisation. Les différentes features de MCP sont optionnelles, aussi bien côté client que côté serveur. Donc lors de cette phase d'initialisation, client et serveur vont pouvoir partager à leur pair les features qu'ils gèrent concrètement. Donc ça, c'est important pour la suite. Et une fois que cette phase d'initialisation est passée, on passe au cycle normal d'opération où à la fois client et serveur peuvent interagir pour accéder aux différentes features qu'ils gèrent. Donc justement, les features, quelles sont-elles? Donc sur la gauche, on a les features qui sont gérées par les serveurs MCP.
Donc il y a les features de type prompt. Le prompt va permettre au serveur d'exposer au client une liste prédéfinie de prompts que le client va pouvoir requêter sous la forme d'un template pour ensuite les soumettre au LLM. Ça c'est intéressant, notamment pour implémenter tout ce qui est /comment que vous retrouvez dans vos assistants de codage. Généralement c'est implémenté selon cette mécanique. Je précise également dans ce schéma, j'ai précisé les types d'opérations qui peuvent être disponibles sur chacune des features. Donc là par exemple pour prompt, le client va pouvoir lister les prompts disponibles ou récupérer un prompt en particulier. Et le serveur va pouvoir envoyer une notification si c'est un serveur dynamique dans lequel il peut être enrichi dynamiquement de prompts, il va pouvoir notifier le client que de nouveaux prompts sont disponibles. L'autre type de feature, c'est les ressources. Ça c'est notamment intéressant quand le serveur et le client partagent un système de fichiers commun. Ça va permettre au serveur d'accéder à des ressources qu'il gère lui-même. Donc le client va pouvoir les récupérer, les lister, les lire, et ça va pouvoir enrichir son contexte lors de l'interrogation du LLM. Les tools, donc c'est justement la capacité à permettre au LLM, via le function calling, d'appeler n'importe quel service implémenté par le serveur. Donc ça, c'est les features côté serveur. Côté client, donc on retrouve les routes. Là aussi, c'est intéressant, c'est surtout pertinent quand client et serveur partagent un système de fichiers commun. Ça permet au client d'indiquer la liste des racines d'un système de fichiers qui peuvent être exploités par le serveur. Les samplings, ça permet au serveur de sa propre initiative d'interroger le LLM à travers le client. Et les élicitations, c'est un moyen au serveur pour interagir avec l'utilisateur qui est derrière l'agent MCP. Un rapide exemple de mise en action de MCP à travers l'utilisation de la feature Tools. Donc, tout d'abord, lors du démarrage de l'agent, il va récupérer auprès du serveur MCP les tools disponibles. Donc il invoque l'opération list sur la feature Tools et récupère la liste des tools disponibles. Ensuite, on peut imaginer que lors de l'interrogation, lors d'une action mise en œuvre par l'agent, suite à la réception de stimulus, soit une interaction utilisateur, soit un événement particulier qui va mettre en œuvre l'agent. Donc l'agent va envoyer son prompt au LLM en lui passant la liste des tools qu'il a préalablement récupérés du serveur MCP. Le LLM va analyser le prompt, il va voir que c'est pertinent dans le cadre de la réponse à ce prompt d'interroger le tools en question. Donc il va renvoyer au client MCP le tools à utiliser avec les paramètres d'appel. Dans ce cadre-là, le MCP client ne fait qu'office de proxy. Généralement, il y a un message affiché à l'utilisateur qui va valider la délégation de l'appel de l'outil au serveur MCP. Donc là, le client MCP appelle le tools, récupère la réponse, renvoie la réponse au LLM. Le LLM va prendre en compte le résultat pour constituer la réponse finale au prompt initial. Et l'agent va, à partir de cette réponse, mener la poursuite des actions pour laquelle il a été stimulé. Concernant la sécurité, alors on sait les serveurs MCP peuvent être notamment déployés en local sur votre machine, c'est l'exemple qu'on vous montrera tout à l'heure. Quand vous utilisez le serveur MCP, du coup vous êtes susceptible, vous êtes vulnérable aux vulnérabilités classiques de déploiement d'une application sur votre poste de travail. Néanmoins, il y a deux risques plus spécifiques liés au serveur MCP, c'est l'injection de prompts et c'est l'accès que vous donnez à vos données à travers votre serveur MCP. Donc ça, c'est des points de vigilance. Les recommandations que l'on fait, c'est quand même d'être vigilant sur les choix de serveurs MCP que vous déployez dans votre environnement. Idéalement, c'est de les qualifier préalablement dans un environnement type sandbox pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement et qu'ils ne vont pas au-delà des fonctionnalités qu'ils sont censés couvrir. Si possible, activer l'authentification et les autorisations hautes au niveau du serveur MCP. Appliquer bien sûr les patchs sécurité. Appliquer le principe de moins de privilèges. Quand vous exposez un serveur MCP qui va accéder à des services externes, faites en sorte que les tokens, les access tokens que vous donnez à ce serveur MCP soient avec le moins de privilèges possible pour limiter l'accès et la portée des actions. Et puis important aussi, quand vous utilisez un serveur MCP, valider autant que possible toutes les actions
qui vont être délégués à votre serveur MCP. Donc au final, la sécurité avec MCP, elle repose quand même beaucoup aussi sur l'utilisateur, comme très souvent en matière de sécurité, l'utilisateur est le maillon faible. Donc à vous d'être vigilant et d'appliquer les bonnes pratiques pour utiliser MCP dans de bonnes conditions de sécurité. Pour terminer là, sur cette partie un peu théorique sur MCP, l'écosystème, donc je rappelle la spécification, elle est sur le site web modelcontextprotocol.io. Vous avez une organisation GitHub, Model Context Protocol, qui est désormais disponible et qui vous met à disposition, qui référence l'ensemble des serveurs MCP disponibles en open source. Donc très pratique, très intéressant. Au niveau des coding assistants, aujourd'hui tous les coding assistants sérieux disposent de capacités MCP. Et puis l'organisation Model Context Protocol fournit un certain nombre de SDK vous permettant de développer vos propres clients et propres serveurs MCP, et en particulier SpringDI. Stéphane, je te laisse la main. Dernière démo. Donc effectivement, SpringDI, j'en ai pas parlé, mais il se base sur le SDK directement de MCP. Donc SpringDI en fait travaille directement avec les équipes de Claude. Donc pour le dernier exemple, alors ça va être en fait un serveur MCP avec un vrai rôle, on va dire, que j'ai déjà mis sur GitHub. C'est tout simplement, c'est un serveur MCP qui va permettre de renvoyer le statut d'un de vos colis. Voilà. Effectivement, des fois vous ne savez pas où est votre colis, vous allez sur le site de la Poste pour voir où est votre colis. Et globalement, ce que je me suis amusé à faire, pour une raison personnelle, c'est un petit serveur qui va juste faire un appel HTTP à l'API de la Poste avec votre numéro de colis pour savoir où est-ce qu'il y en est. Et globalement, finalement, ça va être très simple parce que vous allez développer une application Spring comme vous pouvez le faire normalement. Et vous allez juste ajouter, pour créer un serveur MCP, donc pareil, comme l'a dit Christophe, c'est un tools. Donc je rajoute la notation @tools sur ma méthode avec une description. Et dans la configuration Spring, ce que l'on va rajouter, c'est globalement cette partie-là, MCP, où on va principalement indiquer le nom du serveur, une version, sachant que ça à titre purement informatif, le type de synchronisation, c'est-à-dire si le traitement va être synchrone ou asynchrone entre le client et le serveur, et le mode de transport. Donc là, on sera sur du STDIO. Voilà. Et c'est tout ce qu'on a à faire. Et effectivement, de façon logique, on a également un POM à rajouter dans sa configuration. Voilà. Mais vous avez juste ça à faire, vous allez faire tout de façon automatique un serveur MCP. Donc là, pour l'exemple, j'en ai fait, ça va être une image Docker. Donc sur GitHub, j'ai également mis à votre disposition le script pour générer l'image Docker associée, que ce soit sur Mac ou sur Windows potentiellement, ou sur Linux. Donc on va construire l'image Docker. Une fois que vous avez construit l'image Docker, donc, vous allez la configurer sur un client MCP. Donc là, par exemple, je vais vous montrer Claude. Dans Claude, il y a une configuration de paramétrage pour mettre un serveur MCP. Donc là, c'est Claude for Desktop. Voilà. Donc je vais indiquer quel est le statut de mon colis personnel. Donc je indique juste ça. Donc je vais poser la question à Claude, où se trouve mon colis. Voilà. Donc là, forcément, ça ne marche pas. Attendez, parce qu'il... je vais redémarrer peut-être. Voilà, parce que là, mon serveur MCP est bien activé. J'ai bien accès à Internet. Mais... Voilà, là, ça marche. Parce que Claude for Desktop, des fois, il bug un peu. Donc là, en fait, on voit qu'il m'a activé mon tool, donc que j'ai déjà validé par le passé. Si on déplie, en fait, on voit l'entête, enfin la trame d'entrée qui est arrivée sur ma function et le retour. Donc c'est un objet JSON. Et du coup, lui, à partir de cet objet JSON, il m'a directement formaté la réponse. Voilà. De façon transparente. On pourrait faire exactement la même chose avec Copilot, GitHub Copilot. Donc si je me mets en mode agent, donc là, forcément, je l'avais configuré, mais petit pu. Parce que là, vous voyez, à gauche, je l'ai bien configuré.
Oui, bon là ça s'appelle l'effet démo. Il m'a pas retrouvé. Ma conf est bonne. Bon. Normalement le tool apparaît ici, mais là je ne sais pas pourquoi il n'apparaît plus alors que la conf est bien ici. Mais voilà, donc normalement vous êtes censé avoir le même comportement que Claude, c'est que vous allez directement pouvoir contacter votre serveur MCP avec n'importe quel type de client. Et donc là, dans le cas où vous avez une image Docker, globalement, ça sera chaque fois le type d'image, donc ça sera le type de service. Donc ça peut être Python, ça peut être Docker, ou ça peut être Node.js. Donc là, en Docker, et la commande, généralement, c'est un run d'une image Docker classique. Voilà. Donc en faisant ça de façon automatique, il va démarrer. Je pense qu'il faudra que je redémarre IntelliJ pour que ça fonctionne. Mais bon. Mais voilà. Et si je reviens à mon PowerPoint, je pense que c'était tout. Et du coup, voilà, pile poil dans les temps. Donc voilà, le but c'était de vraiment vous montrer que finalement une application Spring classique avec Julia, c'était très peu de configuration à faire et que ça marche plutôt pas mal. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des questions rapides du coup. Merci à vous deux. Merci. On a juste le temps de prendre une question, s'il y en a une dans la salle. Pas de questions. Ben, merci bien. Merci. Merci.